maintenant l'heure dans toute liberté. Mais venez Christophe, allez, on est libre ici, on est libre au max. Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 10h. Au menu de ce vendredi 19 septembre, aux États-Unis, figurez-vous que tout est parti de la mort de Charlie Kirk, figure ultra conservatrice, vous le savez. La star de ABC, Jimmy Kimmel, a été suspendu pour avoir dénoncé la récupération politique du drame. Le vice-président J.D. Vance appelle à dénoncer ses voisins maintenant pour un mot de travers. Résultat des licenciements en chaîne, des milliers de signalements. Le pays du premier amendement, vous savez, qui est censé protéger la liberté d'expression, redécouvre le macartisme. Hier, on chassait les communistes, aujourd'hui, on traque les tweets. Et puis, on parlera aussi de cette journée de manifestation. Hier, près d'1 million dans la rue. Mais quelle est la question ? Et puis, on finira sur les journées du patrimoine, des suggestions pour vous, pour votre week-end, pour vibrer dans ce beau pays de France en toute liberté. C'est tout de suite sur LCI. Et avec nous, le petit chaperon rouge, Elisabeth Martichoux. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique sur LCI. Richard Verly, vous êtes éditorialiste international, correspondant France-Europe du média suisse, Blick. Bonjour Anaïs. Bonjour. Christophe Barbier, vous êtes Christophe Barbier, ça je crois que... Sociétaire de LCI. Bravo, et en toute liberté surtout. Bernard Thibault, quelle joie de vous voir. Vous êtes ancien secrétaire général de la CGT. Quand on vous regarde là, on pense à Julio Iglesias. On se dit que vous n'avez pas changé. Celle-là, on ne l'avait encore jamais fait. On a entendu plusieurs, mais pas celle-là. Alors, est-ce que vous allez m'expliquer si hier, je n'ai toujours pas compris si c'était un succès, un vrai succès, un succès en demi-temps, un coup de pression ou un coup d'un soir ? Et dites-moi. Je pense que c'est une journée très importante. De ce qu'en dit d'ailleurs toute la presse étrangère, c'est que le pouvoir en place doit s'en préoccuper, doit le prendre au sérieux. Et je crois effectivement que cette journée d'hier peut être un point de bascule. C'est quand même pas commun que 9 jours après la désignation d'un Premier ministre, on ait autant de monde dans la rue. Ça signifie quelque chose. C'est vrai qu'on est dans un contexte politique extraordinaire. On n'a jamais vécu des séquences comme ça. C'est l'addition de ressentiment, de colère, pour une grosse part qui revient à la réforme des retraites. Ça a été encore très présent. C'est un ressentiment aussi sur la conduite, la manière dont le pays est conduit, à la fois politiquement et économiquement. C'était assez disparate quand même. Il y avait la protection des trans, il y avait Israël-Palestine, il y avait les retraites. Israël-Palestine n'était pas omniprésent dans les manifestations d'hier. Et en même temps, c'est pas aberrant que dans le contexte actuel, qui ne se souviendrait pas de la situation à Gaza. Mais c'était pas le mot d'ordre principal, loin s'en faut. Non, il y a un mécontentement très fort sur les orientations en matière de politique sociale, les orientations en matière de politique économique. Et le message d'hier, c'est la confirmation d'une attente, d'une prise en compte de ce que les Français pensent. D'autres choix sont possibles que ceux qui sont opposés dans des conditions de plus en plus autoritaires. Je crois que c'est ça aussi qui passe de moins en moins aujourd'hui. Est-ce que la principale force du rassemblement d'hier, c'était que ça n'a pas été un rassemblement contre le Cornu, il vient à peine d'arriver. Ça n'a pas été un rassemblement contre le budget Bayrou, il est tombé. Oui. Ça a été un rassemblement pour. Oui, tout à fait. Pour une taxation des riches, pour plus de justice fiscale. Je suis d'accord avec vous. Et ça donne une force à l'élan syndical que n'a peut-être plus le nouveau Front populaire. Ça, chacun... Parce que le Front syndical est uni, chacun le NFP... appréciera ses compétences, mais vous l'avez remarqué, et beaucoup l'ont souligné, on a beaucoup glosé sur la capacité des syndicats, leur représentativité. Je crois que hier, encore une fois, les syndicats français, unité syndicale. Lorsqu'un pouvoir est confronté à une opinion unanime de tous les syndicats de travailleurs du pays, il doit en prendre compte. Ou alors on continue à l'aveugle comme si de rien n'était, et après on s'étonne qu'il y ait des tensions qui se multiplient. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui les a beaucoup méprisés, les syndicats étaient vraiment ratatinés. Non, je crois pas. Jamais les syndicats français ont été ratatinés. Il y a un taux de syndicalisation quand on fait les comparaisons. C'est faible quand même. Par rapport La capacité d'influence des syndicats en France demeure importante. Il y a peu d'organisations collectives dans notre pays qui sont capables de mobiliser autant de monde que ceux qui se sont mobilisés hier, objectivement, y compris au niveau des partis politiques, d'associations. Bref, ça reste une capacité d'influence et d'entraînement. Et vous l'avez souligné, c'est en ce sens que je pense qu'il y a un point de bascule. Un des mérites, entre guillemets,
du projet de budget de M. Bayrou, c'est d'avoir ouvert un peu plus en grand un certain nombre de débats fondamentaux sur les options économiques, sur la politique sociale, aussi sur la manière dont le pays est conduit et piloté sur le plan politique. Alors là, ça renvoie à d'autres problématiques qui échappent aux organisations syndicales, quoiqu'elles sont aussi légitimes pour dire on ne peut pas réformer le régime des retraites à coup de 49-3 dans un pays où une grande majorité de la population est contre le projet, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et malgré tout on utilise un artifice pour imposer ça à la population française. À un moment donné, le message, c'est aussi ça suffit. Ça suffit parce que il y a d'autres options possibles et il faut qu'elles soient présentes dans le débat public. Les journalistes de LCI TF1 ont posé leur micro dans la manifestation hier. On écoute quelques-uns des manifestants. C'est toujours même de faire les efforts, on nous menace de supprimer des congés, également sur l'assurance maladie, de nous prendre encore, de moins nous rembourser. Enfin, c'est toujours des menaces, c'est jamais de nous dire, de nous donner un peu d'avenir, un peu d'espoir. Et en ce moment, on a quand même un peu besoin d'espoir. On a besoin de soutien et moi je garde espoir par rapport à l'avenir pour nous, mais surtout pour ceux à venir en fait. Elisabeth, c'est assez touchant quand même, hein. C'est-à-dire l'espoir. Il n'y a plus d'hommes politiques ou de syndicats qui donnent vraiment de la vision, de la perspective. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, Bernard Thibault, pour plaisir du débat aussi, hein, mais c'est vrai que des débats importants ont été posés. C'est toujours un peu dommage qu'ils le soient de façon aussi caricaturale. Et par ailleurs, hier dans les défilés, ce qu'on a beaucoup vu, c'est plus quand même haro sur les riches. Il faut faire payer les riches, mangeons les riches. Débat palestinien, même s'il y a des drapeaux palestiniens, etc. C'est d'abord ça qui a dominé hier les manifestations. Mais encore une fois, pour ou contre la taxe Zuckman, c'est une façon très caricaturale de poser un débat qui est très important, qui est comment financer la protection sociale, comment ménager, grâce à un système de redistribution revu et corrigé, accélérer la recherche d'égalité. Mais effectivement, les syndicats se sont refait la cerise hier. C'est-à-dire qu'ils ont montré leur capacité à rassembler autour de la colère sociale sans que ce soit pollué par des images fixes sur nos chaînes de télé, de violence, de flambée de violence. Il y a eu des petites tensions, mais rien de grave, si je puis dire. Mais point de bascule, je vois pas le point de bascule. Le rapport de force, il est le même aujourd'hui qu'il l'était hier. Sébastien Lecornu, s'il avait la tentation d'oublier qu'il faut qu'il fasse des concessions pour obtenir effectivement un budget, je pense que la journée d'hier l'a peut-être entretenu dans cette nécessité. Mais c'est pas un point de bascule. Encore une fois, le rapport de force, il est le même. Bravo pour les syndicats. Ils ont repris la main, notamment par rapport au 10 septembre. Mais, et par rapport aussi au mépris qu'Emmanuel Macron leur a manifesté depuis 2017. Mais, c'est pas un game changer, comme on dit en bon français. Si vous permettez ce que je veux dire sous le terme de point de bascule, où le pouvoir politique prend réellement en compte ce qu'est la situation sociale et l'état d'esprit d'une majorité de Français. Une majorité de Français soutenait la journée d'hier. Ils y ont participé en grand nombre, de manière très significative. Il a réagi, Sébastien Lecornu. Non, mais il y avait un soutien très majoritaire des Français à cette journée. Attendez, il a réagi, Sébastien Lecornu. Il a dit les revendications portées par les représentants des organisations syndicales et relayées par les manifestants dans les cortèges sont au cœur des consultations que j'ai engagées. C'est très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y aura des annonces, il y aura bien des annonces un jour ou l'autre, et il y a même une impatience à cet égard. S'il n'y a pas le constat qu'il y a une réelle prise en compte des attentes et d'inflexion sur les choix politiques et économiques, le mouvement continuera et s'amplifiera. C'est ça que je veux dire, point de bascule. Où il y a une prise en compte réelle. Il y a un élan. Il y a une bataille syndicale aujourd'hui. Où il n'y en a pas. Et là, on rentre dans une autre séquence. Richard ? Oui, mais alors, dans ce cas, vous citiez la presse étrangère tout à l'heure, effectivement. C'est vrai que la presse étrangère a regardé de près ce mouvement. Mais si on en revient à la politique, à l'Assemblée nationale, au budget, le compromis, il est où, selon vous? Mais quelles sont les pistes de compromis pour qu'à la fin, un budget soit bouclé? C'est au responsable politique d'en discuter. Il y a des exigences sociales. Les organisations syndicales représentatives des travailleurs sont là pour être l'expression à la fois de ce mécontentement, d'un certain nombre d'exigences et de propositions. Les syndicats aussi font des propositions. Regardez, je prends un exemple. Il y a un rapport récent qui a beaucoup fait parler, et c'est heureux, le rapport du Sénat sur les aides publiques aux entreprises. Le constat des sénateurs,
qui ne sont pas une assemblée révolutionnaire, le Sénat, ça se saurait, mettent en évidence que chaque année, l'État verse 211 milliards d'euros aux entreprises sans qu'il n'y ait absolument aucun moyen de contrôle effectif quant à l'utilisation, la bonne utilisation ou pas, de ces aides publiques. À un moment où un Premier ministre, l'ancien, vous dit il y a plus d'argent dans les caisses, et d'ailleurs c'est largement de votre faute, c'est de notre faute à tous, a-t-il dit. Un message qui n'est pas passé non plus, évidemment. Faire ce constat qu'il y a une part importante d'argent public qui est distribuée aux entreprises sans contrepartie, sans vérification, alors qu'il y a des témoignages qui montrent que certaines entreprises ont utilisé de l'argent public pour acheter des machines qu'elles ont parfois implantées à l'étranger, on est en droit de se dire, et les syndicats sont en droit de dire, dès lors que la puissance publique donne de l'argent public à une entreprise, elle doit rendre des comptes sur l'utilisation de ces fonds. C'est quand même pas démagogique que de revendiquer. Donc les syndicats font aussi des propositions. Après, il appartient aux parlementaires qui font la loi de définir par quel mécanisme plus précis des entreprises qui touchent de l'argent public. Mais les syndicats sont à même, y compris en permettant, par exemple, aux représentants du personnel d'avoir un droit de regard dans les entreprises sur l'utilisation de ces fonds. Quand le chômage baisse, ce qui a été le cas ces dernières années, vous ne dites pas, c'est au fond le retour des entreprises à la société. Il y a un progrès considérable de ce qu'on appelle encore des travailleurs pauvres. Vous pouvez aujourd'hui travailler, avoir un emploi à temps plein et ne pas pouvoir finir la fin de mois de manière correcte et en termes d'alimentation, de soins. Il y a aussi un autre élément qui est très présent, je pense, dans les motifs de colère, c'est l'impact de ces restrictions budgétaires sur les services publics. Qui ont un impact sur le quotidien des Français en termes d'éducation, en termes d'hôpital. Il y a qu'à écouter, il y avait aussi beaucoup d'infirmiers, de soignants dans les rues, il y avait beaucoup d'enseignants. Les conditions dans lesquelles le métier s'exerce est de plus en plus difficile, et pour ne pas parler des zones où on voit disparaître un bureau de poste, un service à l'hôpital qui ferme parce qu'on manque de personnel, une classe qui ferme parce que... Là aussi, ça a un impact très important sur le quotidien de la population. Donc, les services publics qui sans doute sont aussi victimes des choix budgétaires quelque part, des arbitrages budgétaires, ont comme conséquence de fragiliser aussi la cohésion sociale de notre pays. On est en défaillance de services publics, mais on n'est pas en carence de fonctions publiques, puisqu'on voit que les effectifs ont augmenté, notamment dans les collectivités locales, de manière excessive par rapport à l'augmentation de la population. Donc on doit rechercher collectivement du moins mais mieux. De meilleurs services publics avec quand même moins de dépenses de l'État. Oui, c'est ça qui est compliqué. Parce que, au fond, peut quand même se discuter. Bernard Thibault, avant cette manifestation, il y a quand même eu une grande tournée médiatique de Zucman et de Piketty, qui sont quand même des économistes de gauche et qui expliquent sans contradiction solide, qui ont expliqué que le problème, c'était les riches en France. C'est quand même un problème de dire ça constamment à longueur de journée. Pourquoi dans un pays, une démocratie comme la France, on s'interdirait de mettre en évidence l'inégalité de traitement qu'il y a sur la politique fiscale? C'est quoi un budget de l'État? C'est d'une part la colonne des recettes, c'est-à-dire comment l'État prélève les moyens à la fois pour fonctionner et financer les tâches et les missions, dont les services publics, mais d'autres activités. Donc, comment prélève-t-il ces ressources et comment il les distribue? Et on prélève beaucoup en France. Est-ce que c'est fondé? On est le pays où on prélève le plus dans l'OCDE, donc. Dans l'OCDE. La critique majeure, et je la partage ô combien, c'est l'inégalité de traitement face à l'impôt. Mais est-ce que c'est pas surtout ce que Christophe dit, c'est-à-dire un problème de faire moins, de faire mieux avec moins. Voilà. C'est-à-dire être plus économe sur l'argent public et donc sur les impôts, mais en ciblant mieux les activités de l'État et celles qui doivent sortir. On ne peut pas rejeter d'un revers de main le constat selon lequel, progressivement, ces dernières années, les riches se sont davantage enrichis et ne participent pas à l'impôt comme les pauvres, qui n'ont pas, eux, tous les mécanismes à la fois d'exonération, d'évasion fiscale. Même s'il faut que les riches participent à l'économie par leurs investissements. Oui, mais le principe de l'impôt progressif peut être révisé aujourd'hui. C'est un sujet qui devrait être remis d'actualité. Et on constatera, même s'il y a polémique, et la polémique, elle peut être utile et faire avancer dans une démocratie. Mais il faut accepter au moins d'ouvrir ce débat-là. Et le constat, les chiffres le montrent, sont quand même clairs. Il y a un accroissement des inégalités, y compris au travers des politiques fiscales. Mais le sentiment qu'on a, c'est les passions françaises. C'est que l'alpha et l'oméga, la réponse, la pierre philosophale, c'est l'impôt. C'est-à-dire, on a un problème de budget, il faut augmenter les impôts.
Voilà, et cibler les plus riches. Alors effectivement, il faut réfléchir à la façon dont ils peuvent contribuer si tous les Français doivent faire des efforts. Mais, si vous voulez, ça peut pas être mis dans le débat comme l'unique solution à des problèmes qui sont... Et c'est quand même l'impression que ça donne quand on voit les défilés. Voilà, il faut s'en prendre au risque. Non, je crois pas qu'on puisse, et que personne ne prétende, qu'on puisse résoudre tous les problèmes de notre pays simplement en visant les riches. Parce que, comme le dit... Mais on ne peut pas non plus... On est déjà ceux qui en payons le plus et on a des problèmes. Donc, si c'était la solution au problème, ça se saurait. Mais on ne peut pas non plus... contester le fait que la stratégie dite du ruissellement, plus il y aura de riches et plus ils seront riches, plus ça bénéficiera à l'ensemble de la population. Ce constat-là, avec le recul, ça ne se vérifie pas. Il y a un problème de travail et de salaire. De travail et de salaire en France, c'est certain. Mais est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut réfléchir plutôt que de passer son temps le couteau entre les dents en disant non mais c'est vrai, mangeons les riches. C'est un truc très français. On n'en est encore pas à manger des riches, mais ça date de quand ça? C'est 1789. Ah oui, bien sûr. Là, on est dans l'héritage révolutionnaire classique, et on est aussi dans une France qui est encore dans un fonctionnement de lutte des classes, bien que le système de classe se soit délité, parce que la révolution post-industrielle a un peu supprimé tout cela. Donc on est dans un moment de notre identité politique un peu particulier de ce côté-là. C'est pour ça que la grande nouvelle d'hier, c'est que le 18 septembre a fait mieux que le 10. C'est-à-dire que les syndicats ont fait mieux que la génération spontanée des colères. Il est important que dans notre pays, la démocratie, sociale avec les syndicats et politique avec le vote, reste au-dessus de l'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la foule. Quand je disais ratatiner tout à l'heure, les syndicats étaient ratatinés en termes de masse, en termes d'adhérents, en termes du mépris qu'Emmanuel Macron avait vis-à-vis de vous au début de son premier quinquennat, et aussi les Gilets jaunes, cette flambée qui s'est passée sans vous. C'est ça que je disais. Oui, donc le 18 septembre, tout d'un coup, vous reprenez un peu les rênes. Elle vous consulte, Sophie Binet? Vous avez des rapports avec elle? J'ai des contacts, des échanges, mais sans plus. Et moi, je me garde bien de prétendre vouloir soit donner des leçons ou des conseils. Si elle en a besoin, elle sait que je suis tout à fait à sa disposition. Donc on est dans une relation à la fois amicale, mais sans hiérarchie aucune, bien évidemment. C'est elle la secrétaire générale de la CGT. Qu'est-ce que vous conseillez? L'intersyndicale va dire la suite qu'elle doit donner, c'est ça le plus important? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut remettre la pression tout de suite, là? L'intersyndicale va s'exprimer, oui. Ça, je sais qu'il y a une réunion aujourd'hui. Il y aura une expression commune, certainement. Et il est un fait acquis, mais ça, tout le monde en est convaincu, que plus il y a d'unité syndicale et plus elle dure, plus on réunit des chances d'être entendu. Il est évident que ça fait partie des facteurs qui contribuent aussi à la mobilisation. La journée d'hier est une réussite aussi parce que lorsque les salariés entendent que tous les syndicats sont d'accord sur un constat, la nécessité de faire quelque chose, il y a plus de faculté à répondre présent que lorsqu'on voit des syndicats qui sont dispersés, en divergence. Ça n'est pas le cas. Ça ne garantit pas systématiquement la réussite. On l'a vu pour la réforme des retraites. Ceci dit, pour les chefs d'État ou de gouvernement qui ont cherché à ratatiner, je reprends votre expression, les syndicats, en général, derrière, ça s'est mal passé pour eux. Oui, toujours ça. Il faut le remarquer. Merci. Et ça date déjà de plusieurs décennies, désormais. Merci beaucoup, Bernard Thibault, d'être passé sur le plateau dans toute liberté. Une pause, et puis on parle de cette nouvelle chasse aux sorcières incroyable aux États-Unis. À tout de suite. Allez, de retour dans toute liberté avec Elisabeth Martichoux, Christophe Barbier, Richard Verly et Greg Phillips, rédacteur en chef international de LCI. Bonjour Grégory. Alors, à la une, ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même complètement fou. Grand ménage dans les médias, mais pas que, allez-vous nous dire, parce que après l'assassinat de Charlie Kirk, eh bien, il y a une espèce d'onde de choc qui provoque un nouveau macartisme, en fait, Grégory. Oui, alors, le grand ménage dans les médias, on en a parlé ici. On parle évidemment du départ de Jimmy Kimmel, qui était la star de ABC, des Late Show, qui se fait dégager par le groupe Disney sous pression très claire, indirecte, mais très claire de la Maison-Blanche. Voilà. Ceci étant posé... on le connaît pas très bien en France, mais enfin, il n'est pas très bien connu, mais... C'est quoi l'équivalent de Jimmy Kimmel en France? Ce serait un Laurent Ruquier du soir. Thierry Ardisson. Thierry Ardisson. L'émission est à 23h30. Elle attire entre 1 et 2 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas une audience énorme, mais ça a beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, c'est eux qui donnent un peu le ton. C'est les animateurs de la côte Est et de la côte Ouest, très critiques évidemment à l'égard de Trump. C'est même un jeu. Un jeu. Chaque soir, ils démolissent Trump et notamment Kimmel. Voilà, il se fait dégager. Attendez, on a le son de Donald Trump à propos de Jimmy Kimmel, justement.
Eh bien, Jimmy Kimmel a été licencié parce qu'il avait de mauvaises audiences, plus que toute autre chose, et parce qu'il a tenu des propos horribles à l'égard d'un grand gentleman connu sous le nom de Charlie Kirk. Il avait de très mauvaises audiences et ils auraient dû le licencier depuis longtemps. Donc vous savez, vous pouvez appeler ça de la liberté d'expression ou non, il a été licencié pour manque de talent. Bon. En vérité, il se fait licencier pour ses commentaires sur la mort de Charlie Kirk et la manière dont le clan MAGA, c'est l'expression qu'il a utilisée, a récupéré cette mort dans le combat culturel que vous évoquiez. Parce que au-delà de l'éviction de cet animateur de télé, se joue en ce moment aux États-Unis une véritable guerre culturelle entre l'Amérique de Trump et l'Amérique considérée comme woke, les animateurs télé, les gens de Hollywood, les gens de New York, etc. Et c'est vrai qu'on l'a vu malheureusement au moment de la mort de Charlie Kirk. Ce combat s'est encore intensifié, d'abord avec l'assassinat d'un homme ultra-conservateur, MAGA jusqu'au bout de la casquette, et puis les réactions que ça a engendré. Parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on est face à un nouveau McCarthyisme ? Vous avez vu les déclarations de J.D. Vance, le vice-président américain, qui a justement repris le podcast de Kirk pour l'animer après la mort de l'influenceur. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit aux Américains, si vous entendez des gens se réjouir de la mort de Kirk, dénoncez-les. Faites des listes d'enseignants dans les entreprises. Et je croyais qu'on avait le droit de tout dire, moi, aux États-Unis. Eh ben oui. Alors, le premier amendement de la Constitution, mais ça va à l'encontre de ce que l'administration Trump appelle des propos de haine à l'égard, disent-ils, du mouvement MAGA, de Kirk et des ultra-conservateurs. Mais la frontière entre le hate speech et le free speech est quand même assez floue. Oui, tout à fait. Le free speech est aussi quand même chez les MAGA une valeur primordiale. Exactement. Donc effectivement, il y a quand même un paradoxe. Je veux juste ajouter que dans cette guerre culturelle, il y a aussi une histoire de gros sous. Quand Nexstar, qui est le premier groupe qui a viré Kimmel. Nexstar, c'est un réseau de télévision américaine qui diffuse en local sur tout le territoire. Ils ont plein de chaînes de télé. Ils se séparent de Kimmel pour, entre guillemets, faire plaisir à la FCC, qui est le régulateur. C'est l'Arcom. C'est l'Arcom américain. Pourquoi ? Parce que ce groupe Nexstar veut racheter un concurrent. Et pour ça, il faut l'approbation de la FCC. Donc, histoire de plaire à cet organisme qui, entre parenthèses, est dirigé par quelqu'un qui a été nommé par Trump, eh bien, on met la tête de Kimmel sur le bio. Et ça permettra peut-être à la FCC de valider le rachat du groupe concurrent. Donc, il y a une histoire de free speech et il y a une histoire de milliards de dollars. Mais c'est pas que dans les médias, Richard. Il y a des gens qui se font virer quand même. Il y a des gens dénoncés et virés. Oui, parce que cette machine MAGA est en train de devenir folle. Et quelque part, et c'est terrible, mais ça me rend un peu optimiste sur les États-Unis. C'est-à-dire, je pense qu'il faut aussi avoir le courage de voir les choses à l'envers. Cette machine MAGA, elle a maintenant son martyr, Charlie Kirk. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le traite, c'est comme ça qu'elle l'exploite. Je crois que les obsèques sont prévues le 21 ce dimanche en Arizona. Dans un stade de 60 000 personnes avec Trump. Donc, elle a son martyr, elle va cultiver la mémoire de Charlie Kirk. Qui n'est pas allé à la veillée funèbre au Trump, il était au golf. Oui, mais qui ira en Arizona, dans ce stadium où il y aura 60 000, sans doute, casquettes rouges pour rendre hommage à Kirk. Et ce qui est en train de se passer, c'est ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, cette machine MAGA, elle est en train de dévorer notamment les grands médias, les médias classiques et traditionnels. Mais il y a toute la sphère des réseaux sociaux qui, quand même, aujourd'hui, fait l'opinion, où sont présents, bien évidemment, les partisans de Trump et de Charlie Kirk très massivement, mais aussi les autres. Mais aussi tous ceux qui veulent en finir avec ça. Et moi, je pense que là, le vrai visage du Trumpisme apparaît. Le vrai visage d'une Amérique affreuse, d'une Amérique... on fait la référence à McCarthy, elle est désormais dans tous les esprits. Souvenez-vous de ce qui s'est passé après McCarthy. Après McCarthy, il y a eu une contre-révolution. Donc moi, je dirais pas optimiste, le mot ne convient pas, mais je pense qu'ils sont lancés dans une aventure folle, et J.D. Vance en est l'incarnation, et il n'est pas possible, je l'espère, qu'il n'y ait pas de réaction profonde dans la société américaine. Pardon, mais ils sont quand même plutôt amorphes, les Américains. Attendons. Vous connaissez bien les États-Unis. Moi, je suis... Ah oui, vous avez suivi la campagne. Comment est-ce que les conservateurs, moi je comprends pas, naïvement, encore une fois, je connais moins les États-Unis que vous, Richard et Greg, mais encore une fois, la liberté d'expression,
c'est un axe de combat c'est un des piliers. Basique, pilier du mouvement MAGA. Et aujourd'hui, ils organisent la censure, ils organisent le lynchage médiatique, ils excluent au nom d'un non-respect de certaines règles dans le débat. Je ne comprends pas. Les conservateurs traditionnels, premièrement, il y a, et Greg le sait beaucoup mieux que moi, il y a le syndrome de l'audience et de l'électorat. Aujourd'hui, Trump et son monde MAGA, ils ont la main mise sur l'audience. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a employé le mot. C'est eux qui font l'audience dans les cercles républicains et conservateurs. Et donc, tous ceux qui veulent se faire réélire, je rappelle qu'il y a des élections qui auront lieu de mi-mandat l'année prochaine, pile dans un an. Voilà, donc je crois qu'il y a ce syndrome-là. Mais il y a autre chose. Faisons attention de ne pas trop focaliser, même si c'est grave, c'est très grave, trop focaliser sur les médias traditionnels, parce que la vraie bataille politique et culturelle aujourd'hui aux États-Unis, elle se joue ailleurs, elle se joue largement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez symptomatique, et c'est Sonia Dridi, qui est notre correspondante à la Maison-Blanche, qui me racontait ça, c'est que l'accès au bureau ovale, avant, c'était les grands médias. C'était ABC, New York Times, AP, l'AFP, Reuters et Sonia Dridi de LCI. Ce qui est formidable pour nous. De plus en plus, cet accès, certains médias s'en font écarter. Et à la place, ce sont des influenceurs, des blogueurs, des podcasteurs ultra-conservateurs qui ont un accès direct au président et qui évidemment lui posent des questions plutôt arrangeantes. C'est quand même un signal de mais ça, cette démocratie. C'est le monde de Greg. Vous découvrez pas ça quand même. Non, regardez. les grands médias ont fait l'élection, n'ont pas fait l'élection de Trump. C'est la première fois qu'une élection présidentielle se fait en dehors des grands médias. Ouais. Mais la contre-révolution MAGA peut aussi avoir lieu en dehors des grands médias. Et ça c'est important. Non, mais parce que la société américaine aujourd'hui, ils sont tétanisés. Et ce que dit J.D. Vance oblige quand même à la prudence, notamment si vous êtes universitaire, si vous occupez une fonction un peu publique. Même dans les entreprises privées. Même dans les entreprises privées. Oui. Mais il peut y avoir une lame de fond qui vient en réaction contre ce qui se passe, parce que cette machine, encore une fois, je le répète, est en train de devenir folle. Elle est en train de devenir folle parce que... Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Les électeurs. Les électeurs, rendez-vous dans un an. Comme des anticorps qui joueraient leur rôle, sans vouloir dédouaner les conservateurs, et le trumpisme est en train de se livrer à un acte de censure. On est aussi à l'issue d'une époque où le wokisme a fait lui aussi régner sa loi, sa censure pendant des années dans les universités, dans les milieux intellectuels. C'est là où vous avez raison tous les deux, c'est qu'il y a ce mouvement de balancier. Les Américains sont allés très loin, notamment dans cette culture woke, et encore une fois, il était important au moment des affaires Weinstein, etc., que par exemple la libération de la parole des femmes, etc. Donc heureusement que ce mouvement a apporté ça, mais parfois il y a eu des excès, notamment dans les universités américaines. Les Français qui enseignent dans les universités, les enseignants, étaient soumis à des interrogatoires avant de prendre leur poste, qui étaient terrifiantes. Donc, Et vous avez donc ce mouvement de balancier, donc il est possible, comme le dit Richard, qu'à un moment donné, ça reparte aussi dans l'autre sens. Puis nous, Européens, ouvrons les yeux sur l'état de cette Amérique. Quand je vois que ce qui se passe aujourd'hui en Europe, que le président polonais, qui était il y a, je crois, 2 jours dans le bureau d'Emmanuel Macron, a appelé ouvertement à une Europe trumpiste, ouvertement, eh bien, l'Europe trumpiste, ça voudrait dire qu'on adopterait ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc, ouvrons les yeux, soyons lucides sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Monsieur J.D. Vance est venu à Munich nous donner des leçons. Absolument. Il y a quelques mois sur la liberté d'expression. Bon, on peut lui renvoyer cet épisode-là. Tout à fait. Enfin, l'épisode où quand même un site a recueilli 30 000 signalements de gens qui dénoncent leur voix. Et alors ils perdent leur boulot ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont licenciés par des boîtes ? Ouais. Grégory. Oui, certains ont été virés. Alors, parce qu'ils s'étaient réjouis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, etc. C'est vrai, on les a vus, des gens qui se réjouissaient de la mort de Kirk. Ce qui, entre parenthèses, n'est évidemment... pas non plus une bonne idée. Il y a déjà une police, de toute manière, de la pensée, par exemple, dans les universités. On a tous, je pense que Greg aussi, des amis qui sont universitaires aux États-Unis. Maintenant, ils font très attention à ce qu'ils écrivent dans leur mail universitaire. Même privé. Et dans un certain nombre d'universités, même privées, les chanceliers, c'est-à-dire l'équivalent des recteurs d'université, ont fait passer la consigne qu'il y a des termes inappropriés, des choses qu'il ne faut plus utiliser. Non, mais c'est le wokisme à l'envers, en fait. D'une certaine manière, c'est très juste. Ouais. Mais regardez ce que le wokisme a produit.
il a produit une réaction. Donc je reviens à mon idée que à un moment donné, la roue va tourner. En tout cas, si les États-Unis sont encore... Vous avez lu L'heure des prédateurs? Parce que Giuliano da Empoli décrit une scène absolument savoureuse d'un dîner pour la fondation Barack Obama. Tout le monde, il y a des tables avec toutes les... le monde compte de sommités, etc. Et puis, à chaque table, il y a une personne... référente qui organise le flux de la conversation et tous les invités sont sidérés parce que il y a des choses dont on ne doit pas parler. Et Giuliano da Empoli raconte ça, c'est d'une subtilité, c'est magnifique. Oui, on rit au premier degré de cette scène où chacun doit dire qu'il aurait aimé être. Et évidemment, il faut choisir des héros qui sont respectables du point de vue du wokisme. Mais derrière ce rire-là, parce que c'est ridicule, on voit à quel point c'est un lavage de cerveau profond. Profond. Alors il y a ceux qui rusent, qui jouent le jeu pour pas se faire virer, et puis qui n'en pensent pas moins. Mais enfin, tout de même, ils jouent le jeu. Donc c'est quand même très problématique. Non, et par ailleurs, sur la délation, ayons un peu l'humilité de regarder notre histoire en Europe. On a eu aussi des moments où la délation a été courante. Espérons que ça ne revienne jamais, Richard. Une petite pause, et dans un instant, la phrase qui fait du bruit, elle est signée Emmanuel Macron. Eh bien, on fait pas de pause, on y va tout de suite sur la phrase qui fait du bruit. Cette phrase qui fait du bruit, c'est Emmanuel Macron, et il l'a dit hier soir à la chaîne israélienne N12. On l'écoute. Avoir ce type d'opération à Gaza est complètement contre-productif parce que, je dois le dire, c'est un échec. Vous êtes en train de faire tellement de victimes et de blessés civils que vous êtes en train de détruire l'image et la crédibilité d'Israël. Pas juste dans la région, mais dans l'opinion publique mondiale. Il parle bien anglais, le président, Gregory Phillips. Et il a probablement raison. Quand on voit les manifestations, le Tour d'Espagne cycliste espagnol arrêté, enfin je veux dire la cérémonie sur un parking avec des manifestations partout. Quand on voit hier la manifestation avec ses drapeaux palestiniens, il a raison, le président de la République. Alors, il a raison, c'est compliqué à dire. En tout cas, que fait-il? Il fait un exercice de pédagogie à destination du grand public israélien. La chaîne N12, c'est la grande chaîne de télé du pays, et il fait ça on est à 2 jours de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Je pense que sur le fond, il a raison de dire ça, que la crédibilité, en tout cas l'isolement d'Israël est chaque jour de plus en plus fort par rapport aux événements de Gaza. On le voit en interne en Israël, vous avez quand même le chef d'état-major qui dit que c'est un piège, l'offensive terrestre de Gaza. Vous avez l'opinion publique, vous avez les familles des otages, vous avez les réservistes qui commencent à dire que c'est plus possible, qu'il faut que ça s'arrête. Donc, quand il dit ça, il dit attention Israël, en interne et à l'externe, vous êtes en train de vous isoler. Les mots sont quand même moins dur qu'il y a quelques semaines, où il avait dit c'est une honte ce que fait Netanyahou à Gaza. Il avait eu des mots extrêmement forts, je crois que c'était sur TF1. Donc là, il fait un exercice de pédagogie. Lundi, la France va reconnaître l'État de Palestine, et là, il répond aux médias israéliens. Notons qu'il ne le fait pas en Israël parce que les relations sont tellement compliquées en ce moment qu'il n'y est pas le bienvenu. Il le fait à Paris depuis l'Élysée pour expliquer pourquoi la France va faire ça lundi. Est-ce qu'il dramatise pour exister dans le concert des nations, Richard, ou Non, la question est dramatique. Donc il est normal. Je trouve que à partir du moment où il a pris cette décision, Emmanuel Macron, il est normal qu'il argumente devant l'opinion publique israélienne ce qu'il fait à travers cette interview. Et il le fait d'une manière qui est, je dirais, cohérente avec son approche. Emmanuel Macron, au nom de la France, pense, 1, qu'il faut donner une perspective politique aux Palestiniens, 2, que la solution des 2 États est toujours la solution. Or, on sait que Benjamin Netanyahou n'en veut pas et qu'il veut détruire la perspective d'un État palestinien. Et troisièmement, il dit à l'opinion publique, vous n'avez pas d'autre choix que de vous indigner devant ce qui se passe, parce que sinon, vous en paierez le prix. Vous serez les porteurs d'un massacre devant l'opinion publique internationale. Donc je crois qu'il le fait sur ce sujet-là avec courage, avec ténacité. Il a réussi, ce qui n'était pas du tout gagné, à solidariser autour de la France un certain nombre de pays. On verra si le Royaume-Uni, apparemment c'est le cas, reconnaît aussi l'État de Palestine aux Nations Unies. C'est une séquence diplomatique, pour moi, de courage, quand même d'audace et de capacité de la France, non pas à peser sur les événements, là on peut s'interroger, mais au moins à avoir une parole différente et à l'assumer. Là, il a pesé sur les événements, Christophe.
Oui, mais les événements à long terme. C'est-à-dire, il ressuscite cette solution à 2 États dans laquelle de moins en moins de gens croyaient. Il la ressuscite au niveau international. C'est un vrai succès diplomatique à long terme. Si un jour, il y a 2 États qui vivent en paix et en sécurité mutuelle, on se dira qu'il avait été visionnaire. Sauf qu'à court terme, et bien entendu, le Hamas a beau jeu de dire, vous voyez, le 7 octobre, ça nous a rapporté. C'est grâce au 7 octobre que les Occidentaux... Vous voulez dire le groupe terroriste Hamas ? Eh oui, les terroristes du Hamas peuvent dire, vous voyez, les Occidentaux, on les a ralliés à notre cause par cette action. Donc ça, c'est un véritable problème. Même si c'est évidemment faux, il faut lutter contre cette idée-là. Par ailleurs, ça arrive à un moment où Trump mène sa propre politique. Donc Emmanuel Macron a ouvert une voie parallèle, il a tout à fait raison, mais ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Et puis, ça a sans doute précipité les actions militaires qu'Emmanuel Macron dénonce lui-même. Si Israël a frappé Doha, si Israël a accéléré cette opération chariot de Gédéon qui est totalement déraisonnable et qui a une chance d'aboutir faible alors que les dégâts sur l'image d'Israël sont immédiats et réels, eh bien c'est peut-être aussi parce que Emmanuel Macron a enclenché avec succès ce mouvement international pour la reconnaissance. Tout dépendra des mots aussi employés lundi. Cette reconnaissance, elle peut être très conditionnée. Nous vous reconnaissons à condition que, et c'est dans la lettre à Mahmoud Abbas, plus de Hamas, démilitarisation, cessez-le-feu, etc. Il a parlé de conditions. Les conditions, c'est d'abord c'est préalable, Christophe. Maintenant, il parle de conditions accompagnantes. C'est pour ça qu'il faut qu'il le rappelle. Ça sera une sorte de reconnaissance en filigrane qui ne sera valable qu'au fur et à mesure que les conditions seront réalisées, notamment la reconnaissance d'Israël. Lundi soir, il y a des milliers de familles en France, des dizaines de milliers de familles ailleurs juives qui vont fêter le Nouvel An. Ouais. De quoi vont-elles parler ? De ce qu'a fait Emmanuel Macron. Elles ne vont pas en parler en bien. Non. Mais par ailleurs, c'est un mauvais procès de dire... Quand on dit Emmanuel Macron n'aurait jamais dû choisir cette date, franchement... c'est l'ONU qui a choisi, là il y est pour rien. Franchement, ça c'est un mauvais procès. Coïncidence malheureuse. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, on a dit quand ça a été annoncé, on a beaucoup dit, mais ceux qui sont contre, entre autres arguments, de toute façon ça sert à rien, strictement rien, c'est un symbole, il fallait s'en passer, parce que défendre Israël est plus important aujourd'hui dans sa lutte contre ce terrorisme-là. Mais si, ça sert à quelque chose, pour les raisons que vous avez dites. Il y a un effet d'entraînement, et dans le fond, il y a une dynamique aussi qui peut partir à partir de... Une petite conclusion. Vous avez raison, Elisabeth, c'est un geste politique fort et important, et effectivement, ça va entraîner peut-être une douzaine de pays, on va voir, le Royaume-Uni et d'autres qui vont suivre le mouvement de la France. Après... Il faut reconnaître aussi que sur le terrain, ça ne va rien changer. Tout le monde le sait. Il va y avoir cette reconnaissance de statehood, comme on dit en anglais, du fait que c'est un État. Mais sur le terrain, évidemment, les questions se poseront. Si un jour, il y a une solution à 2 États, quel État palestinien ? Quelle frontière ? Quelle capitale ? On en est loin. Que va-t-il advenir ? On est vraiment très loin de tout ça. Et lundi soir, évidemment, la situation des Palestiniens ne va pas changer parce que la France aura reconnu leur État. Que va-t-il advenir de cette terre 2 fois promise ? Allez, une pause et puis dans un instant, revoilà Donald Trump, figurez-vous. Le carton rouge. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Trump. Pas tout de suite, de retour en toute liberté avec Elisabeth Martichoux, Grégory Phillips, Richard Verly et Christophe Barbier. Alors les amis, en 2023, Donald Trump promettait ça s'il était élu. Je me suis engagé à rapidement mettre fin à la guerre en Ukraine. Quand je dis mettre fin, je vais obtenir un accord très vite. Je connais les 2 protagonistes et on peut en avoir un très vite. Mais on ne le peut qu'à travers la présidence. On contrôle l'argent qui entre et qui sort. On peut obtenir ça. J'aurai un accord dans les 24 heures. Voilà, j'aurai un accord dans les 24 heures. 2 ans plus tard, devenu président, il dit ça. Le conflit que je pensais être le plus facile à résoudre, en raison de mes relations avec le président Poutine, mais il m'a laissé tomber, il m'a vraiment laissé tomber. Ce devait être la Russie et l'Ukraine. Mais nous verrons comment cela va se passer, mais cela s'est avéré être... Je pensais que ce serait l'un des plus faciles à gérer. Tout sera fait correctement. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine sera résolu, mais on ne sait jamais avec la guerre, vous savez. Il est presque mignon, Donald Trump. Il est lucide, il dit « je me suis planté, Grégory Phillips ». Comme le disait Christophe à l'instant en antenne, c'est un peu un langage de dépit amoureux. L'amitié, il suffit de regarder. Cet été, le 15 août, il reçoit Vladimir Poutine avec le tapis rouge en Alaska. On est les meilleurs amis du monde. D'ailleurs, dans les 15 jours, on va réussir à organiser une rencontre, soit avec Zelensky, soit à 3. Et puis là,
aujourd'hui, il dit il m'a laissé tomber. Ça résonne un peu avec ce qu'il disait au printemps. Je crois que Poutine me balade, ce qui est un peu le début de la prise de conscience de Trump, qu'en fait il a assez peu de levier sur Vladimir Poutine. Voire aucun, Grégory. Voire pas beaucoup. Enfin, on voit que les sanctions, il hésite à les mettre, etc. Et puis Poutine, lui, veut aller jusqu'au bout de son projet, de toute façon, poursuivre la guerre. Après, je suis un peu circonspect sur la lecture de cette petite phrase, parce qu'il y a 3 jours, il faisait porter la responsabilité de ce conflit sur les épaules de Zelensky. C'était au micro de LCI, il avait dit c'est à Zelensky de trouver un accord et je dirais la semaine prochaine à New York. Il va le recevoir, oui. Donc. Et il le reçoit la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale. Donc Trump est changeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, c'est Poutine qui l'a abandonné. Il y a 3 jours, c'était Zelensky le responsable de la poursuite de la guerre. Donc, je pense qu'il faut mesurer avec prudence les déclarations du président américain. Pour vous, c'est une bromance ? Oui, il y a quelque chose d'affectif et c'est jamais bon quand dans la géopolitique on met de l'affectif. On n'est pas là pour être amis, être fâché, être triste, être trahi. Non, on doit rester dans l'ordre du rationnel. L'Alaska, c'était un bon endroit pour briser la glace. Ça n'a pas marché. Ça n'a visiblement pas fonctionné. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce que le plus intelligent des deux, le plus rusé, c'est Poutine. Depuis le début, il est plus rusé que la plupart de ceux qui ont essayé de se mettre sur sa route. Moi, je n'exclus pas que dans ce chaud-froid, un coup c'est Zelensky, un coup c'est Poutine, on ait affaire à un Trump complètement désorienté. Il ne sait plus que faire. Il ne sait plus s'il doit rebasculer du côté des Ukrainiens parce que Poutine l'a trahi et donc on va aider les Ukrainiens à défaire l'armée russe, ou s'il doit aller au bout de sa logique cynique, c'est-à-dire je laisse tomber ces Ukrainiens, on n'a plus rien à faire dans ce conflit, tant pis les Russes. Vous avez la réponse, Christophe. Non, parce qu'il a un accord avec les Ukrainiens sur les terres rares. Pas non plus tout bradé. Donc lui, son rêve, c'était quoi ? C'était un cessez-le-feu, on prend un feutre, on trace la ligne de front, et on est tranquille comme avec les 2 Allemagnes pendant 45 ans. Voilà. Et on fait du business. Voilà, avec les deux. Et voilà. Et c'est ça qui marche pas. Parce que quand Poutine fait les manœuvres qu'il a montrées ces derniers jours militaires, quand il dit il y a 700 000 soldats sur le front en Ukraine, que nous dit-il ? Avec en plus les drones toutes les nuits. La guerre totale, la guerre jusqu'au bout, la guerre continue. Richard. Bon, d'abord à ces manœuvres, il y a des observateurs américains. Attention. La Russie a pris soin d'inviter des observateurs américains. Moi, je pense, je vais être un peu en désaccord, je pense qu'il est cohérent. Il est cohérent sur ce qui est le centre du Trumpisme, c'est qu'est-ce qui rapporte le plus à court terme. Il a compris que ce qui rapporte le plus à court terme, c'est des bonnes relations avec les Européens, et pour ça, des bonnes relations, des relations qui lui conviennent, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'elles conviennent aux Européens, mais des relations qui rapportent aux États-Unis, et pour ça, le prix qu'ont mis les Européens, et que eux-mêmes, que nous payons tous les jours, c'est l'Ukraine. Les Européens ont dit, on est prêt à faire beaucoup de concessions pour que vous ne lâchiez pas l'Ukraine. Et donc, finalement, pour moi, c'est du pur Trump, avec sa part de dépit amoureux. Pour l'instant, c'est du côté de l'Europe qu'on encaisse. C'est l'Europe qui paye les armes américaines données à l'Ukraine. C'est l'Europe qui accepte les tarifs, etc., les tarifs douaniers. Et puis, on verra plus tard. Et donc là, il se ménage une sorte d'incertitude stratégique, typique de Trump. Il dit qu'il est très fâché, très déçu de la Russie, mais pour autant, il n'a pas encore pris les sanctions qui lui feraient vraiment mal. Mais il encaisse, et il encaisse l'argent que lui donnent les Européens. En toute chose, aux États-Unis, quel que soit le sujet, la phrase qui domine, c'est « follow the money ». Voilà. Suivre l'argent. Voilà. Et c'est vrai, Biden, Obama, ça a toujours été le cas. Voilà. Donc Trump, effectivement, il apparaît vraiment comme un peu bêta, en disant cette phrase. On ne sait pas si, paradoxalement, le fait de dire que Poutine, ça marche pas bien entre nous, ça va pas l'amener à abandonner l'Ukraine, c'est quand même un paradoxe, comme ça. Mais dans le fond, c'est ce que dit Richard. Il n'y a que le deal qui compte à la fin. Et il est en visite d'État, Donald Trump, avec la première dame, son épouse Melania. Et alors, figurez-vous, je vais vous montrer une photo. Est-ce que ça vous inspire quand même ? Est-ce que les dames ne font pas de la politique ? Alors moi, je rapprocherais bien les dames, oui, c'est les couleurs des 2 dames. Parce que ce jaune-là, pétaradant comme ça, c'est quand même inouï comme choix vestimentaire. Alors, c'est pas le point mode LCI. C'est pas fortuit. Mais c'est quand même... C'est pas fortuit, vous dites, Elisabeth ? Ah non. D'abord parce que je pense que les dames, évidemment, elles communiquent. Je veux dire, on sait ce que va mettre l'autre dame. Oui, parce qu'il peut y avoir des impairs, il peut y avoir, par exemple, la même robe, ça peut arriver. Donc, chacune des deux, leurs équipes savent ce que va mettre l'autre. Donc, l'une peut dire à l'autre, je me mets en jaune et vous vous mettez en bleu. Et moi, je pense que Melania, je peux me tromper, mais je crois qu'elle a déjà plaidé, notamment en faveur des enfants ukrainiens retenus en Russie. Donc, elle a une forme
Ça, c'est ce qu'on appelle du soft power. Moi, les femmes sont géniales. Vive les femmes. Bah si, c'est vrai. Absolument. On se souvient du chapeau de la reine, vous savez, au moment du Brexit avec l'Europe. Qu'est-ce qu'il y avait? Et du chapeau elle avait Mélania Trump avec des points jaunes qui rappelaient les étoiles européennes. Et Mélania, par ses tenues vestimentaires, délivre parfois des messages. Pendant le premier mandat, vous vous souvenez du manteau qu'elle portait, du kaki avec un message dans le dos où elle disait en gros je m'en fiche complètement. Et on ne savait pas exactement de quoi elle parlait. Est-ce que c'était des enfants de migrants ou de Trump? Enfin voilà, mais elle sait choisir les vêtements pour. Et le chapeau de l'investiture. Hier le chapeau aussi où ils sont tous les trois en train de signer, je sais plus ce qu'ils font, et elle a toujours ce chapeau qui la fait ressembler au Bon, la Brute et le Truand, là. Vous savez comment il s'appelle? Bref. Chapeau Mélania. Je trouve ça bien cette chronique mode. Chapeau Mélania. Non, vous n'avez pas tout vu, Philippe, parce que maintenant on arrive à une séquence qui s'appelle Ça n'arrive qu'en France, ou nulle part ailleurs, ça dépend. Ah les amis, on va prendre un peu de hauteur. Carton des Journées du patrimoine, ça c'est quand même très 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 français. C'est la 42e édition. Il y a plus de 6 millions de visiteurs dans plus de 17 000 lieux. Et alors là, j'ai tout simplement piqué des idées de lieux à visiter aux Parisiens. J'ai trouvé qu'ils avaient fait une super sélection. Regardez, si vous êtes dans la Drôme, vous pouvez aller visiter le palais idéal du facteur Cheval, Christophe. C'est pour vous. Magnifique. Ça, je sais que c'est donc ce postier qui a fait un palais entièrement. Il y a mis des années. Il a consacré sa vie à cela. À faire ce château inouï. Pour vous, Grégory Phillips, j'ai pris le château de Caen dans le Calvados, qui a été construit au XIe siècle par Guillaume le Conquérant, évidemment. Génial. Ouais. Et on peut visiter, si vous êtes normand, on peut visiter les réserves du château avec des tas d'armes, de costumes qui sont normalement pas du tout publics. Donc c'est vraiment une chance. Vous savez que pour vous, j'ai pris Madame Elisabeth, j'ai pris la Philharmonie de Paris. Parce que c'est quand même un très bel endroit, Jean Nouvel, qui recueille 9000 instruments précieux. C'est une acoustique exceptionnelle. Si vous êtes parisien ou pas loin de Paris, vous pouvez aller voir cette chose qui est rutile. On peut dire rutile? Non, rutile c'est rouge. Rutile c'est rouge plutôt, qui brille. Qui brille de 1000 feux. Faseille. Faseille. Oh my God. C'est une voile qui faseille. Oui, mais ça... Ah d'accord, ok. Pour vous, j'ai pris la cathédrale de Chartres. Richard, parce que c'est un chef-d'œuvre gothique du XIIe siècle. Ça vous apprendra qu'en France, quand même, on fait des trucs merveilleux. Vous le savez aussi, aujourd'hui, Emmanuel Macron inaugure les tours restaurées de Notre-Dame. Ces poutres, cette forêt de poutres en chêne. Il va l'inaugurer ce matin. Les billets pour y accéder ce week-end ont été vendus en 24 minutes, Christophe. C'est presque aussi bien que le Stade de France pour un rappeur célèbre. Ça dit quand même beaucoup de choses, cet attachement des Français au patrimoine, Christophe. Oui, bien sûr, c'est un peuple qui est très attaché à son passé, qui se regarde dans ce miroir glorieux du passé à travers les édifices, à travers les victoires napoléoniennes, à travers nos grands poètes. Mais il faut se méfier parce que Sioran disait « L'Occident cherche une agonie à la hauteur de son passé ». Donc il faut que ce passé il nous serve pour l'avenir. Oh ben non, mais Christophe, essayez d'être un peu joyeux là, nous plombez pas. Laissez-moi terminer. Il faut faire mentir Sioran et s'appuyer sur ce passé pour inventer l'avenir, avoir d'autres conquêtes. Victor Hugo, l'auteur de Notre-Dame de Paris, disait « La France est une nation conquérante. Quand elle ne fait pas de conquête par l'épée, elle veut en faire par l'esprit. Eh bien, lançons-nous dans les conquêtes de l'esprit. » C'est pour ça que je regrette qu'on n'ait pas quand même été plus loin dans l'idée de ce geste contemporain pour les Notre-Dame. Les vitraux. Parce que Viollet-le-Duc, lui, en 19e siècle, il a fait un geste contemporain. Il a mis une flèche du 19e sur un bâtiment gothique. Nous, on aurait peut-être pu mettre quelque part un geste contemporain. Mais peut-être qu'on l'a mis d'ailleurs dans ces escaliers magnifiquement illuminés. Peut-être qu'on l'a mis aussi dans la beauté, la manière de sublimer la beauté intérieure de Notre-Dame avec les éclairages. Vous allez y aller ? Pas ce week-end parce que c'est plein. On va attendre. Vous avez une recommandation à nous faire les uns les autres là? Vous allez aller à un truc? Oui, moi j'ai un lieu un peu fétiche qui n'est pas loin de la frontière suisse. C'est les Salines d'Arc-et-Senans. Ah, c'est beau ça aussi. C'est très majestueux et très reposant. Vous savez ce que vous allez faire ce soir? Vous allez vous brancher sur LCI. Il y a un documentaire
exceptionnel sur le RAID, cette unité d'intervention d'élite de la police nationale qui a été créée il y a 40 ans. Et c'est un documentaire inédit. On en a vu quelques images déjà hier dans le journal de Gilles Boulot sur TF1. On plonge au cœur des plus grandes affaires traitées par les policiers. C'est vraiment à ne pas manquer ce soir sur LCI à 21h. Merci à tous les quatre d'être passés sur le plateau dans toute liberté. On vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve lundi, évidemment. Bon week-end.